Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce lundi, l'ouverture à Abidjan de la revue générale par la Côte d'Ivoire et la France d'un projet financé dans le cadre de l'initiative PPTE. La Côte d'Ivoire bénéficie depuis 2012 d'un allègement de sa dette de la part de Paris, dans 600 milliards de francs CFA en annulation sèche. Malgré la menace de radiation brandie par Anne-Désirée Ouloto, le mot d'ordre de grève des enseignants a été suivi par une bonne partie d'entre eux. Les cours ont cependant eu lieu dans certains établissements. Le constat en compagnie des ministres de l'Éducation nationale et de la fonction publique à suivre en milieu de journal. Et puis, hors de nos frontières, le torchon brûle entre l'Algérie et les pays de la Confédération AES que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'Algérie a fermé aujourd'hui son espace aérien à tout appareil ou aéronef en provenance ou à destination du Mali. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h50 et vous faites toujours bien. Vous le savez déjà, depuis 2012, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un allègement de sa dette de la part de la France dans le cadre de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Ce sont 600 milliards de francs CFA en annulation sèche et 1902 milliards convertis en C2D, le contrat de désendettement et de développement, objet de 3 autres contrats successifs. Après plusieurs années de mise en œuvre, une revue générale et conjointe de ces projets s'impose. Elle s'est ouverte ce lundi et va durer 5 jours. Les précisions de Salifi Alekoué et Joseph Zécré. Début des travaux, ce lundi de la revue générale et conjointe C2D, le contrat de désendettement et de développement. Les parties ivoiriennes et françaises vont se réunir jusqu'à vendredi pour dresser un bilan des actions menées et dégager les perspectives. C'est tout le sens de cet exercice, évaluer l'efficacité des projets, mesurer leur impact réel sur les populations, valoriser ce qui a fonctionné et penser à l'avenir de notre coopération. C'est, je crois, l'esprit du partenariat qui nous anime. Pour sa part, le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État, des entreprises publiques, se félicitant de cette coopération ivoiro-française, a souligné les performances économiques de la Côte d'Ivoire. La présente revue générale et conjointe apparaît comme un exercice qui vise le triple objectif 1. D'établir le bilan des projets réalisés en 2024, 2. D'élaborer la feuille de route pour une évaluation globale du CDD, et 3. D'envisager l'achèvement des projets du premier et du deuxième CDD, ainsi que d'apprécier les conditions de démarrage du troisième CDD. Je reste convaincu que grâce à vos diverses interventions, la revue tiendra ses promesses et qu'à la fin, les projets du troisième CDD continueront de s'exécuter à la hauteur des ambitions du gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire a bénéficié en juin d'un allègement de sa dette de 2 502 milliards de francs CFA de la part de la France, dans le cadre de l'initiative Pays pauvres très endettés renforcés, dont 600 milliards de francs CFA en annulation sèche et 1902 milliards de francs CFA convertis en contrats de désendettement et de développement, objet de 3 contrats successifs. Le Premier ministre, Robert Beukele-Mambé, avant le début de ses travaux, a eu une séance de travail avec la délégation française. Puisque nous parlons de coopération, sachez que des hommes d'affaires sud-africains et ivoiriens sont à la manœuvre pour booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Un forum économique s'est ouvert ce matin à Abidjan. Les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire et d'Afrique du Sud s'y retrouvent pour faire la promotion des opportunités d'investissement dans notre pays. Le reportage de Thiemé Dangé et Fulgence Kissiedou. Un film institutionnel pour vendre les opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire. Suivent religieusement la séquence des centaines d'hommes d'affaires sud-africains. Aux côtés de leurs pairs ivoiriens, ils participent aux assises du Forum économique Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Une tribune dédiée à booster les relations d'affaires entre opérateurs économiques des deux pays engagés dans le renforcement de la coopération bilatérale, dont à l'ouverture des travaux, enjeux et attentes sont déclinés. C'est une journée de réseautage, former des relations bilatérales qui vont permettre à nos économies de se porter mieux. Partager la prospérité entre les Ivoiriens et les Sud-Africains et aussi fermer le gap de l'inégalité. Nos dirigeants et leaders politiques ont ouvert la voie. C'est au tour des secteurs privés respectifs, des investisseurs, des entrepreneurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique du Sud, de prendre le relais
et de concrétiser cette ambition par des partenariats gagnant-gagnant qui permettront à notre pays de progresser. Placé sous le sceau du dialogue et de la prospérité partagée pour les deux pays et l'Afrique, ce forum économique fait suite à la volonté des chefs d'État, ivoiriens et sud-africains, de forger le partenariat dans des secteurs du commerce bilatéral, du développement économique et de la croissance. Cette volonté a été exprimée lors de la visite du président ivoirien Alassane Ouattara en Afrique du Sud en juillet 2022, marquée par la signature de 6 protocoles d'accord de coopération, ce, 1 an après celle du président Cyril Ramaphosa à Abidjan. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, faut-il le rappeler, ont été établies le 21 mai 1992. Et toujours dans le chapitre économique, avec une note de 6,5 en 2024 dévoilée lors de la 8e édition de la conférence Risque Pays, la Côte d'Ivoire fera-t-elle mieux cette année? La réponse à cette question sera connue le 16 avril prochain lors de la 9e édition de la conférence Risque Pays, une initiative de l'agence de notation financière Bloomfield Investment. Ce rapport attendu par les investisseurs locaux, qu'ils soient du secteur public ou privé, mais aussi par les partenaires au développement, se veut contextuel en prenant en compte notamment les réalités du pays fourni. Les détails de cette 9e édition ont été fournis lors d'une conférence de presse ce lundi sous le regard de Nadia Eja et Chèque Bleu. Le 16 avril 2025, la Côte d'Ivoire connaîtra sa nouvelle note attribuée par l'agence de notation financière Bloomfield Investment relativement à la cartographie de risques d'investissement dans le pays. Ce rapport révèle en plus des risques, les opportunités, faiblesses et points forts. L'analyse s'appuie sur 5 critères principaux que sont l'environnement sociopolitique et sécuritaire, l'environnement des affaires, la performance macroéconomique, la gestion des finances publiques et le financement de l'économie. Ce sont des paramètres qui ont été choisis scientifiquement et dont l'évaluation est assez stricte. Non seulement une analyse qualitative et quantitative, et ensuite des entretiens pour confronter justement les informations que nous avons reçues et nous rassurer que ces informations-là reflètent la réalité. L'idée, c'est vraiment de donner le maximum d'informations aux Ivoiriens, le maximum d'informations aux personnes qui investissent ici, qui sont sur place, ceux qui veulent investir dans ce pays, ceux qui regardent ce pays de loin, et surtout donner la bonne perception de risque que représente en réalité la Côte d'Ivoire et en général les pays africains. Actualité de l'année oblige, les débats au cours de cette conférence prendront largement en compte la question de l'élection présidentielle d'octobre 2025. L'histoire de ce pays a montré depuis quelques années que chaque année électorale, il y a toujours une tension. Donc les gens veulent comprendre, est-ce que cette tension qui est perceptible aujourd'hui va se transformer en crise ou pas? Est-ce qu'elle aura un impact sur le business ou pas? Est-ce qu'elle aura un impact social ou pas? Donc les gens se posent beaucoup de questions et je pense que la conférence débat du 16 va permettre de répondre à certaines de ces questions. Peut-être pas toutes les questions, mais la grande majorité de ces questions, si je m'en tiens aux analyses qui ont été faites par les économistes et les financiers de Bloomfield Intelligence. Plus de 500 participants, entre autres, des experts économiques, des membres du gouvernement, du corps diplomatique, des investisseurs locaux, régionaux et internationaux sont attendus. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a obtenu la note de 6,5 sur 10, se classant dans la catégorie de risque faible lors de l'édition 2024. C'est devenu une tradition pour le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Moussa Sanogo a de nouveau échangé avec les dirigeants sociaux des entreprises publiques et des agences d'exécution. Ensemble, ils ont dressé un bilan de l'année écoulée et défini les perspectives pour 2025. Ce cadre d'échange permet de faire un suivi des performances, mais aussi d'évaluer les progrès réalisés afin d'adapter les stratégies face aux nouvelles réalités économiques et institutionnelles. Les précisions de Nadia Eja et Eric Kimo. En 2024, les réformes au département ministériel du patrimoine du portefeuille de l'État et des entreprises publiques apportaient entre autres sur la poursuite de la dynamique d'accompagnement des dirigeants sociaux, l'exécution de travaux de révision des modèles économiques, le renforcement du dialogue stratégique avec les dirigeants des entreprises publiques. Résultat, à la fin de l'année, un bilan positif, salué par le ministre de tutelle. Grâce à vos efforts et grâce à votre capacité d'adaptation aux défis du moment, nous avons pu
consolider la gouvernance et induire une amélioration des performances des entreprises relevant du portefeuille de l'État. Globalement, la mise en œuvre des diverses réformes au cours des dernières années a contribué à accroître les résultats nets des entreprises publiques et partant les dividendes versés à l'État. En dépit des progrès réalisés, des défis restent encore à relever. Il s'agit du renforcement du suivi des recommandations des audits, l'élaboration d'une nouvelle stratégie pour la gestion du portefeuille de l'État sur la période 2026-2030, l'optimisation des processus de passation des marchés et la poursuite du renforcement des capacités des dirigeants. Nous avons entre nos mains un ensemble d'outils pour contribuer à la construction de la Côte d'Ivoire de demain. Ensemble, et ce avec discipline et engagement, nous devons œuvrer à un portefeuille de l'État qui contribue efficacement à la transformation structurelle de notre économie. Cette présentation du bilan de l'exercice des entreprises publiques en 2024 et les perspectives pour 2025 a été faite au cours d'une rencontre d'échange initiée par le ministre de tutelle. Un agenda annuel qui permet de réfléchir sur la gestion du portefeuille de l'État. Le dialogue toujours rompu entre le gouvernement et les enseignants grévistes qui maintiennent leur mot d'ordre malgré les nombreux appels. Anne-Désirée Ouloto, la ministre de la fonction publique, a même menacé de les radier. Et pourtant, ces enseignants n'ont pas repris la craie ce matin dans plusieurs établissements primaires, secondaires et professionnels du pays. Dans les rares écoles où les cours ont eu lieu, les ministres de l'Éducation nationale et de la fonction publique ont appelé, vous allez le voir, les enseignants à revenir en classe pour ne pas mettre en péril le calendrier des examens à grand tirage. Le constat de Thiemé Danger et Fulgence Kissiedou. Annoncé 24 heures auparavant, le mot d'ordre de grève de 2 intersyndicales de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique continue de courir. Sur le terrain, les enseignants manquent à l'appel dans des écoles qui restent encore désertes comme ici à Yopougon, au lycée professionnel sectoriel. Ici, apprenants attendent toujours formateurs. Autre commune, autre lieu du savoir, le lycée classique de Cocody, autre réalité. Ici, si tous les enseignants n'ont pas repris la craie, plusieurs sont à leur poste. À leur côté, le ministre d'État de la fonction publique et la ministre de l'Éducation nationale, descendues toutes deux sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité des cours. Sur leur route, des enseignants à la tâche pour dispenser le savoir et ainsi garantir le droit à l'éducation. Ces enseignants sont félicités dans l'option du dialogue pour faire aboutir la cause des primes, cœur des revendications des syndicats grévistes. Félicitations. Merci d'avoir compris le message du gouvernement. Merci de vous inscrire dans la négociation. De là, cap est mis sur le groupe scolaire de la Cité des Arts. Dans une classe, des écoliers débordant de joie de bénéficier du savoir. En plein cours de cette école primaire, instituteurs et institutrices qui majoritairement ont tourné le dos à la grève. Là également, la posture citoyenne de se démarquer des perturbateurs de l'école est saluée. Madame la ministre d'État a ouvert ses bras. Elle a accueilli les dossiers. C'est un examen. Attendez qu'on nous dise que c'est bon ou bien c'est pas bon. On n'a rien dit encore. Qu'est-ce qui explique la grève? L'état des lieux est diversement apprécié par les deux hôtes, dont l'une dépitée et l'autre qui joue la carotte pour éviter le bâton. Cette grève, je la déplore. Et je pense que nos syndicalistes qui tentent aujourd'hui de radicaliser leur mouvement n'en ont pas besoin. On ne peut pas dénoncer une injustice, selon eux, et demander qu'on crée encore l'occasion d'autres injustices. Que cache cette grève? Que s'est-il passé pour qu'on assiste aujourd'hui à une rupture unilatérale du dialogue? Les enseignants qui sont venus faire cours sont venus avec la volonté de la prime, mais dans la voie de la négociation, dans la voie du dialogue. Et je voudrais saluer cela. Je voudrais lancer un appel aux quelques enseignants qui sont restés à la maison. La journée n'est pas finie. Ils ont encore l'après-midi pour se ressaisir et pour venir rattraper les cours. Lors de cette visite à terrain, plusieurs élèves ont traduit leur soulagement, voyant derrière cette descente une exhortation à tous les enseignants pour leur retour en classe et ainsi sauver l'année scolaire 2024-2025.
Et pour le faire, Thiemé Dangé, Fulgence Kissiodou, et si la solution à cette grève était bien la relance du dialogue entre les fêtières syndicales et le gouvernement, c'est en tout cas ce que privilégiait le Conseil national des droits de l'homme. La présidente Namizata Sangare a tenu à rencontrer les syndicats des enseignants en grève. Il était question de trouver ensemble des solutions pour un retour des enseignants à l'école. Le compte rendu de la rencontre avec Nadia Idja et Chèque Bleu. Conseil national des droits de l'homme ce dimanche 6 avril. Autour de la table de discussion, la présidente de ce conseil avec à ses côtés les porte-paroles de l'intersyndicale, du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et l'intersyndicale du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ils ont échangé sur les points de revendication avec en ligne de mire la recherche de solutions aux différentes revendications. Nous avons demandé au porte-parole principal de faire tout son possible pour donner la chance à nos enfants de ne pas voir leur droit à l'éducation entravé. Et nous ont fait la promesse de faire tout ce qui est en leur possession pour qu'une solution soit trouvée. Le CNDH s'est engagé à poursuivre la médiation pour protéger le droit à l'éducation des élèves. Nous nous sommes engagés, le CNDH s'est engagé de porter avec eux leurs doléances au gouvernement et d'œuvrer avec eux pour que satisfaction soit trouvée. Cette rencontre fait suite à une première avec les syndicats des enseignants en grève. Dans cette optique de médiation, la présidente du CNDH a aussi rencontré la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Dans un tout autre registre, la sécurité des installations industrielles à haut risque et du transport des marchandises dangereuses est au centre des préoccupations de plusieurs experts. Un colloque national de réflexion s'est même ouvert ce lundi dans l'enceinte de l'auditorium de la primature. Il est à l'initiative du secrétariat exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques de gestion et de catastrophes. Les explications de Salif Yalekwe et Joseph Zécré. Auditorium de la primature à Abidjan Plateau. Des experts de la RNBC, la réduction des risques d'origine nucléaire, radiologique ou biologique et chimique sont réunis pour un colloque sur la sécurité des installations industrielles à haut risque et du transport des marchandises dangereuses au centre des préoccupations. Organisé par le secrétariat exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques de gestion et de catastrophes, une structure sous tutelle de la primature. Les exercices auxquels nous serons soumis dans une démarche de réflexion profonde et constructive pourrait considérer la nécessité de l'élaboration d'un manuel d'instruction pour les inspections des installations industrielles à haut risque, un guide d'élaboration des études des dangers, des plans d'opération internes, des plans particuliers d'intervention et des plans de secours spécialisés dans le cadre des accidents liés au TMD. Nous avons aujourd'hui l'opportunité d'explorer les voies à suivre pour garantir la continuité des efforts consentis et leur intégration dans la politique nationale et régionale de gestion des risques. La semaine d'activité vise à soutenir l'action gouvernementale et celle des parties prenantes nationales dans leur effort d'amélioration des mesures de prévention des accidents industriels graves et ceux liés au TMD à travers des actions de sensibilisation et d'information et des initiatives de réflexion en vue de la valorisation et de la pérennisation. Plusieurs partenaires appuient la Côte d'Ivoire dans le cadre de ce projet dont Expertise France, l'Union européenne. Bien que ces matériaux offrent souvent des opportunités technologiques inestimables, leur multiplication et diversification récentes accroissent la possibilité que surviennent des incidents d'origine naturelle, accidentelle ou même criminelle. L'Union européenne est fière de consolider un partenariat durable dans ce domaine crucial. La Côte d'Ivoire a toujours fait preuve d'une grande réactivité dans la mise en place de projets visant à sécuriser les matières chimiques dangereuses, ainsi qu'à prévenir et à répondre aux accidents. Cette activité se tiendra sous la forme de panels d'échange et de discussions autour de différentes thématiques. Le renforcement des normes et des instruments réglementaires en matière de sécurité des ICPE, la sécurité des transports des marchandises dangereuses, les mécanismes pour la pérennisation des acquis obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des projets CDE, NRBC et l'UE.
Nous vous le disions en titre, l'atmosphère déjà tendue entre le Mali et l'Algérie a pris une autre tournure ce lundi. L'Algérie a fermé son espace aérien à tout appareil ou aéronef en provenance ou à destination du Mali. La décision fait suite à une crise diplomatique après la destruction d'un drone malien par les forces algériennes. Dans la foulée, les 3 pays membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, ont rappelé leurs ambassadeurs pour consultation. Les explications de Pierre Dipomela. En raison des violations répétées par l'État malien de notre espace aérien, le gouvernement algérien a décidé de fermer ce dernier à la navigation aérienne en provenance ou à destination de l'État malien, et ce à partir d'aujourd'hui, le 7 avril 2025. C'est en substance le communiqué du ministère algérien de la Défense, lu à la télévision nationale. Cette réaction punitive de l'Algérie fait suite à un communiqué conjoint du Mali et de ses alliés de l'AES qui accuse l'Algérie d'avoir abattu un drone malien sur son territoire national. En réponse à cette énième provocation du régime algérien, le gouvernement de la transition décide de 1. Convoquer l'ambassadeur algérien pour protester contre l'hostilité du régime algérien. 2. Se retirer avec effet immédiat du comité d'état-major conjoint CEMOC. 3. Porter plainte devant des instances internationales contre le régime algérien pour acte d'agression. L'Algérie, qui a reconnu avoir bombardé le drone malien, dénonce une violation répétée de son espace aérien. Le pays a, par le principe de la réciprocité, rappelé ses représentations diplomatiques des 3 pays de l'AES. L'Algérie, qui durcit le ton, a en réponse évoqué un échec des autorités de l'AES. L'échec de cette clique inconstitutionnelle est patent à tous les niveaux, politique, économique et sécuritaire. Les seuls succès dont cette même clique peut se prévaloir sont ceux de la satisfaction d'ambitions personnelles au prix du sacrifice de ceux du Mali, de l'assurance de sa survie, au détriment de la protection du Mali et de la prédation des maigres ressources de ce pays frère aux dépens de son développement. Cette escalade verbale entre l'Algérie et le Mali intervient dans un contexte de tensions sécuritaires aux frontières des 2 pays. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mais pas celle de nos programmes. Dans quelques instants, retrouvez Focus Faits divers avec une nouvelle histoire palpitante. Et juste après, un nouveau numéro de NCI Sport avec cette question qui fera débat. Le désistement de la Côte d'Ivoire dans l'organisation de la CAN U20 est-il un danger? Voilà de quoi vous offrir une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Bonsoir.